Le palais de Buckingham est sous le choc. Le prince William, abasourdi, venait de lire le testament de la reine. Ce qu'il y a découvert a tout bouleversé. Depuis le décès de la reine Élisabeth II, de nombreuses questions ont surgi. Qui a hérité de sa fortune, de ses bijoux, de ses domaines privés? Après plus de 70 ans de service, la souveraine ne laisse pas seulement derrière elle une tradition. Elle laisse un dernier message, puissant et soigneusement pensé. Mais tous les membres de la famille royale n'y figurent pas. Entre héritages cachés et exclus royaux, qu'a découvert exactement le prince William, et pourquoi cette révélation a-t-elle ébranlé les fondations mêmes du palais? Découvrons ensemble la vérité derrière le testament final de la reine, à l'intérieur du testament d'Élisabeth II. Après le décès d'Élisabeth II, son testament ne s'est pas révélé être une simple répartition de biens, mais un plan stratégique destiné à assurer la continuité de la monarchie tout en honorant les liens personnels. À sa mort, le roi Charles III a hérité du Sovereign Grant, l'allocation financée par les contribuables qui a remplacé la Civil List en 2012. Ce dispositif remonte à 1760, lorsque le roi George III a cédé les revenus parlementaires en échange d'un paiement annuel fixe. Aujourd'hui, le Sovereign Grant provient de 25% des bénéfices du Crown Estate, évalués à environ 19 milliards de dollars, assurant le financement des dépenses royales, du personnel et de l'entretien des résidences. Bien que Charles gère désormais le Sovereign Grant, ses frères et sœurs figuraient également dans le testament de leur mère. La princesse Anne, fille unique de la reine, a hérité d'une part non divulguée. Dans un message publié après la mort de sa mère, Anne écrivait « J'ai eu la chance de partager les dernières 24 heures de la vie de ma très chère mère. On a peut-être réalisé à quel point sa présence et sa contribution à notre identité nationale étaient devenues une évidence. » Des mots qui soulignent l'alliance entre devoir et dévouement qu'elle incarne. Le prince Andrew, duc d'York, n'a pas reçu d'actifs financiers, mais a hérité des corgis bien-aimés de la reine, Muick et Sandy. Lui et ses filles les avaient offerts à la reine en 2021. Muick porte le nom d'un loch près de Balmoral, tandis que Sandy, un dorgi, rend hommage à l'oncle de la reine. Des sources proches du palais ont confirmé que les chiens retourneraient au Royal Lodge, symbole du lien entre la reine et Sarah Ferguson, l'ex-épouse d'Andrew, qui s'était rapprochée de Sa Majesté par des rituels partagés comme les promenades canines. Le prince Édouard, aujourd'hui duc d'Édimbourg, a également reçu une part du Sovereign Grant, bien que les détails restent confidentiels. Son hommage témoignait de la profondeur émotionnelle au sein de la famille royale. En tant que famille, nous avons grandi en apprenant à partager nos parents et surtout notre chère maman avec la nation. Sophie et moi avons éprouvé une grande joie à voir James et Louise profiter des lieux et des activités que leurs grands-parents aimaient. Un rappel que chez Élisabeth II, vie publique et affection privée étaient indissociables. Le prince William, désormais prince de Galles, a hérité du duché de Cornouailles, un domaine de 56 000 hectares, créé en 1337 pour financer l'héritier présomptif. Le domaine comprend des fermes, des biens urbains et des propriétés locatives, générant environ 28 millions de dollars par an, des revenus désormais versés à William et Catherine. Ces fonds soutiennent leurs engagements caritatifs, officiels et personnels, faisant le pont entre privilèges royaux et devoirs de service. Catherine, princesse de Galles, devrait hériter d'environ 110 millions de dollars en bijoux personnels, quelques 300 pièces en dehors de la collection d'État officielle. Selon Radar Online, la reine aurait modifié son testament dans ces derniers instants pour que Catherine reçoive une part substantielle. Si Camilla a apparemment reçu le diadème halo comme geste symbolique, l'héritage de Catherine, incluant diadème, collier et broche, reflète la confiance de la reine envers son avenir comme reine consort. Une pièce sentimentale, le diadème Spencer, porté jadis par la princesse Diana, serait destiné à la princesse Charlotte, tissant un lien entre 3 générations à travers un trésor précieux.
L'héritage du prince Harry s'est révélé plus complexe. Il n'a pas bénéficié du Sovereign Grant, mais a été soutenu par le fonds laissé par sa mère, la princesse Diana. Harry a confirmé « J'ai dû payer notre sécurité », faisant référence à l'indépendance financière qu'il a choisie avec Meghan après leur départ de la famille royale en 2020. Harry et William ont chacun hérité d'environ 10 millions de dollars de Diana, accessibles à leurs 30 ans. Pour ses 40 ans, Harry aurait également reçu une deuxième part d'un fonds de la reine-mère créé à sa naissance, un acte à la fois d'aide financière et de reconnaissance familiale. Meghan, duchesse de Sussex, a été expressément exclue des héritages majeurs. Selon Radar Online, cela relèverait davantage d'une décision pragmatique que d'un rejet. Il est très probable que la reine ne leur lègue aucun bijou de valeur, par raison pratique, non par hostilité. Pourtant, certaines sources indiquent que Catherine pourrait un jour transmettre des bijoux à la jeune Lilibet, geste d'unité pour la prochaine génération. Le testament final d'Élisabeth II représente une véritable leçon de planification successorale entre respect des traditions et souci de l'avenir. Par le biais d'actifs comme Balmoral, Sandringham, le Sovereign Grant ou le duché de Cornouailles, mais aussi à travers des objets sentimentaux comme ses chiens ou ses bijoux, elle lègue non seulement une fortune, mais aussi un sens du devoir. Dans la mort, comme dans la vie, Élisabeth II a voulu préserver une monarchie fidèle à son histoire, mais capable de s'adapter à une époque nouvelle. Son dernier geste n'était pas simplement généreux, il était visionnaire. D'où vient l'argent de la famille royale? Comment la famille royale britannique est-elle financée? C'est une question qui appelle souvent une réponse étonnamment complexe. Au cœur du système se trouve le Sovereign Grant, un paiement annuel accordé au monarque provenant des bénéfices du Crown Estate. Mais ce financement public n'est qu'une partie de l'équation. S'ajoutent à cela deux domaines ducaux historiques, les duchés de Lancaster et de Cornouailles, ainsi que des fortunes personnelles, des propriétés privées, des fiducies familiales et même les corgis adorés de la reine. Ensemble, ces éléments forment une structure financière complexe qui soutient à la fois les fonctions publiques et la vie privée des Windsor. Après la mort de la reine Élisabeth II, le roi Charles a hérité du Sovereign Grant, un fonds alimenté par les contribuables et versé chaque année à la famille royale britannique. Ce système remonte à 1760, lorsque le roi George III a renoncé à ses revenus parlementaires en échange d'un paiement annuel fixe appelé Civil List. En 2012, cet accord a été réformé et remplacé par le Sovereign Grant. Aujourd'hui, il représente 25% des bénéfices du Crown Estate versés avec 2 ans de décalage, soit 86,3 millions de livres sterling en 2022 à 2023. Cette somme couvre les salaires, les coûts opérationnels des résidences royales occupées, les déplacements officiels, ainsi que les grandes cérémonies d'État, y compris un supplément unique pour la rénovation de Buckingham Palace. Le Crown Estate comprend environ 1200 hectares de terres agricoles, d'importants biens commerciaux à Londres et des propriétés rurales et côtières. Géré comme une entité indépendante par des commissaires nommés par le monarque sur recommandation du Premier ministre, il a généré 442,6 millions de livres sterling de revenus nets en 2022 à 2023 et détient des actifs évalués à 15,8 milliards de livres. Bien qu'il appartienne légalement au souverain, ses bénéfices sont reversés au trésor public pour financer les fonctions royales. Parallèlement au Crown Estate, existent 2 dotations privées. En vertu de la même loi de 1760, le monarque conserve le duché de Lancaster, un portefeuille de 18 000 hectares en Angleterre et au pays de Galles, évalué à environ 650 millions de livres, rapportant quelques 24 millions par an. Bien qu'exonéré d'impôts, Élisabeth II, puis Charles III, a volontairement payé l'impôt sur le revenu de ses revenus
depuis 1993. Le duché de Cornouailles, fondé en 1337 pour soutenir l'héritier du trône, couvre environ 55 000 hectares répartis entre les Cornouailles, le pays de Galles et d'autres régions, incluant les terrains situés sous le célèbre stade de cricket The Oval. Estimé à près d'1 milliard de livres, il génère environ 23,5 millions de livres par an pour le duc de Cornouailles, actuellement le prince William, qui paie également des impôts sur ses revenus. Au-delà de ses ressources publiques ou semi-publiques, la famille royale dispose aussi de fortunes personnelles et d'investissements privés. Le roi Charles III est souvent décrit comme le propriétaire de la plus belle collection d'art au monde, mais cette royale collection est détenue en fiducie et ne peut être vendue. Il en va de même pour sa collection de timbres, en grande partie constituée par le roi George V, estimée à plus de 100 millions de livres, mais également invendable. La fortune personnelle de Charles est estimée à plus de 600 millions de livres, ce qui le place parmi les individus les plus riches du Royaume-Uni, même si sa richesse disponible exacte reste difficile à évaluer en raison du mélange d'actifs privés et de patrimoine public. Le prince William, en héritant du duché de Cornouailles lors de l'accession de son père, bénéficie d'un revenu privé comparable à celui dont Charles profitait en tant que prince de Galles. Ce revenu soutient les activités publiques, caritatives et personnelles de William et de Catherine, princesse de Galles. Le parcours financier du prince Harry a pris une autre direction lorsqu'il s'est retiré de ses fonctions royales en 2020. Privé des revenus du duché, il a déclaré à Oprah Winfrey « J'ai dû assurer notre sécurité, je vis avec ce que ma mère m'a laissé », faisant référence aux quelques 10 millions de dollars que lui et William ont chacun hérité de Diana, princesse de Galles. La richesse de la monarchie réside aussi dans les propriétés occupées ou non. Sandringham House et Balmoral, achetés par la reine Victoria, restent des résidences privées. Osborne House, sur l'île de Wight, est devenu un musée. Charles possède également Highgrove House, près de Bath, Dumfries House en Écosse, et le domaine de Lwyney Wermod au pays de Galles. Avec la rénovation de Buckingham Palace prévue jusqu'en 2027, les visites d'État sont temporairement basées au château de Windsor. Ces propriétés incarnent l'équilibre subtil entre responsabilité publique et retraite privée qui définit la vie royale. Les legs personnels de la reine illustrent aussi sa planification minutieuse. La princesse Anne a hérité d'une part du Sovereign Grant et perçoit toujours une allocation pour son important travail caritatif. Le prince Andrew a reçu 2 corgis de la reine, Muick et Sandy, illustrant un lien personnel qui dépasse toute valeur financière. Le prince Edward bénéficie également d'une part du Grant, habite à Bagshot Park et soutient de nombreuses œuvres. Même le célèbre diadème Spencer, porté par Diana lors de son mariage, a été confié à la princesse Charlotte, garantissant que ce trésor tangible traverse les générations. Bien que la critique publique se concentre souvent sur le coût pour les contribuables, environ 65 pence par personne et par an, les avantages invisibles de la monarchie échappent à toute évaluation simple. Les cérémonies royales attirent des millions de touristes, génèrent des réservations hôtelières, des visites guidées et une couverture médiatique internationale qui soutient l'économie locale. Le couronnement du roi Charles III a coûté environ 72 millions de livres et les funérailles de la reine, quelques 172 millions. Mais ces événements favorisent l'unité nationale et captivent le monde d'une manière qu'aucun budget ne saurait pleinement chiffrer. La fiscalité ajoute encore à la complexité. Bien que non obligatoire, le monarque et son héritier paient volontairement l'impôt sur le revenu de leurs revenus ducaux. Élisabeth II s'acquittait aussi de l'impôt sur les plus-values de ses investissements personnels. Les bénéfices du Crown Estate servent non seulement à financer le Sovereign Grant, mais aussi d'autres programmes gouvernementaux. Les estimations indépendantes, comme celle de Forbes évaluant la fortune royale à 28 milliards de dollars, restent spéculatives.
compte tenu de structures de fiducie opaques et d'une tradition de confidentialité. En définitive, les finances de la famille royale britannique reposent sur un équilibre délicat entre financement public, domaines historiques, héritage privé et trésors culturels inestimables. Grâce au Sovereign Grant, au Crown Estate, au duché, au portefeuille privé et aux legs soigneusement planifiés, les Windsor perpétuent des traditions séculaires, tout en s'adaptant aux exigences d'une monarchie constitutionnelle moderne. En attendant le testament du roi Charles, et une dernière question s'impose inévitablement. Avec l'état de santé du roi Charles suscitant des signes d'alerte de plus en plus préoccupants, la curiosité du public concernant le contenu de son testament n'a jamais été aussi vive. Qui, alors, héritera véritablement de son héritage le moment venu? Charles, qui a succédé à sa mère le 8 septembre 2022 à l'âge de 73 ans, devenant ainsi la personne la plus âgée à monter sur le trône britannique, a entamé son règne en promettant « Durant tout le temps que Dieu voudra bien m'accorder, je m'efforcerai de respecter les principes constitutionnels qui sont au cœur de notre nation. » Cette promesse résume la double nature de l'héritage royal. Il ne s'agit pas seulement du transfert d'une immense richesse, mais aussi de la transmission d'un devoir. Après 7 décennies en tant qu'héritier, Charles est désormais au centre d'un réseau financier complexe, tissé de subventions publiques, de domaines ducaux, de fiducies personnelles et de traditions séculaires, un cadre qui liera chaque bénéficiaire à la couronne. Si elle survit à son mari, Camilla deviendra reine douairière et devrait, selon toute vraisemblance, recevoir une généreuse part dans le testament de Charles. Son héritage pourrait inclure des résidences de prestige, comme Clarence House et Highgrove House, ainsi que des œuvres d'art, des bijoux et des biens personnels acquis avec Charles. Au-delà des legs matériels, son rôle actif de membre de la famille royale pourrait lui permettre de continuer à bénéficier du Sovereign Grant, cette subvention annuelle qui finance le personnel, les déplacements et l'entretien des résidences royales. Même si elle se retire peu à peu de la scène publique, ses engagements patronnés pourraient justifier le maintien d'une dotation. En tant qu'héritier du trône, le prince William devrait recevoir la majeure partie des biens publics et privés. Il reprendra la gestion du duché de Cornouailles, un domaine d'1 milliard de dollars, fondé en 1337 pour financer le prince de Galles, qui comprend plus de 135 000 acres de terres agricoles, de propriétés commerciales et résidentielles. Bien qu'il n'en soit que le gestionnaire et non le propriétaire, les revenus annuels de ce domaine financent ses activités publiques, caritatives et privées. Lorsqu'il deviendra roi, William héritera aussi du Sovereign Grant, probablement des dizaines de millions de livres sterling par an pour financer les engagements officiels, l'entretien des palais et le personnel royal. Sur le plan privé, William devrait hériter du château de Balmoral et du domaine de Sandringham, tous deux exemptés de droits de succession grâce à un accord signé en 1993 qui supprime les 40% d'impôts habituels sur les transferts entre membres de la famille royale. Il recevra également des œuvres d'art et des bijoux familiaux, des biens d'une immense valeur monétaire et symbolique dont l'évaluation reste confidentielle. En tant qu'épouse de William et future reine consort, Kate partagera cet héritage. Elle pourrait recevoir des legs personnels adaptés à son rôle, des résidences spécifiques, des fonds pour soutenir ses patronages caritatifs, ou encore certaines pièces des collections artistiques et joaillères de Charles. En septembre 2022, Radar Online révélait qu'Élisabeth II avait réservé pour Kate environ 110 millions de dollars de ses bijoux personnels, preuve de l'affection et de la confiance qu'elle lui portait. Au-delà de ses trésors intimes, Kate bénéficiera aussi du Sovereign Grant, alloué à William pour financer ses fonctions officielles, ses tournées mondiales et son équipe. L'éloignement de Harry de la famille royale, début 2020, a fondamentalement modifié sa situation financière. Une source a révélé que Charles l'avait coupé financièrement,
lorsque Harry a choisi l'indépendance, espérant ainsi le faire revenir au sein de la monarchie. Harry déclara plus tard à Oprah Winfrey: « J'ai dû payer notre sécurité. J'ai ce que ma mère m'a laissé, et sans cela, nous n'aurions jamais pu nous en sortir. » faisant référence aux quelques 10 millions de dollars qu'il a hérités de Diana à ses 25 ans. En raison de cette fracture, Harry ne devrait pas bénéficier du Sovereign Grant ni des revenus du co. Son héritage se limitera probablement à des souvenirs personnels, des lettres ou quelques objets symboliques plutôt qu'à des propriétés ou liquidités importantes. Quant à Meghan, sa place dans le testament de Charles semble tout aussi incertaine. Contrairement à Catherine, elle n'a reçu aucun héritage significatif d'Élisabeth II et ne figure pas parmi les bénéficiaires des principaux domaines. Des sources internes l'auraient décrite comme hors de leur champ de préoccupation, suggérant une exclusion motivée soit par le pragmatisme, soit par un message implicite « on récolte ce que l'on sème ». Elle pourrait peut-être recevoir quelques objets sentimentaux, des photos ou de petits souvenirs, mais elle ne devrait pas bénéficier de propriétés majeures ni d'un soutien financier public. Son indépendance financière continuera donc de reposer sur ses projets commerciaux et contrats médiatiques. Fille unique de la reine et l'un des membres les plus actifs de la famille royale, la princesse Anne devrait hériter à la fois de biens personnels et de soutien institutionnel. Elle reçoit déjà une part du Sovereign Grant pour ses nombreuses fonctions caritatives et diplomatiques, une dotation qui devrait se poursuivre via le testament de Charles. Dans un message touchant sur Instagram, Anne écrivait « J'ai eu la chance de passer les dernières 24 heures de la vie de ma chère maman à ses côtés. Être témoin de l'amour et du respect exprimés par tant de gens a été à la fois bouleversant et réconfortant. » Son héritage pourrait donc mêler un soutien financier pour ses engagements et des objets de famille symboliques honorant son rôle de fille, dévouée et d'ambassadrice royale. La chute en disgrâce du prince Andrew, liée à ses liens avec Jeffrey Epstein, lui a coûté ses titres militaires et ses fonctions royales. Bien qu'il conserve sa résidence au Royal Lodge et quelques allocations, ses perspectives d'héritage sont compromises par son image publique et par les efforts de réduction des coûts de la maison royale. Des sources indiquent qu'il a refusé de déménager dans le plus modeste Frogmore Cottage, ce qui illustre les tensions autour de ses finances. Tout éventuel héritage de la part de Charles sera vraisemblablement limité en raison de sa position affaiblie. Plus jeune des frères et royautés active à plein temps, Édouard occupe une place stable mais secondaire dans le plan successoral de Charles. Il continuera probablement à recevoir sa part du Sovereign Grant pour financer ses fonctions officielles avec Sophie et pourrait hériter de certains biens personnels, bijoux anciens ou correspondances. Installé à Bagshot Park depuis 2002, Édouard dispose d'une vaste demeure et d'un agenda philanthropique chargé. Mais le plus grand héritage qu'il pourrait recevoir reste sans doute la confiance durable du public et une plateforme stable pour servir la couronne. En fin de compte, le testament encore non dévoilé de Charles fera bien plus que répartir des propriétés et des actifs. Il transmettra une charge. Chaque bénéficiaire, qu'il s'agisse de la reine douairière ou du plus jeune des ducs, héritera non seulement de biens, mais aussi du devoir d'honorer les traditions, les valeurs et le service public d'une monarchie qui doit s'adapter à un monde en constante évolution. Lorsque le prince William a lu le testament de sa grand-mère, il n'a pas simplement découvert une liste d'héritages. Il a trouvé un plan directeur pour l'avenir de la monarchie. Des bijoux reçus par Catherine au silence entourant Meghan, chaque détail semblait chargé de sens. Et vous? Qu'en pensez-vous? Les choix de la reine étaient-ils dictés par l'amour et l'héritage ou influencés par les récentes tensions royales? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec d'autres passionnés de royauté et de vous abonner pour plus de révélations royales.